Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique, et cette fois-ci de série télé. Alors, on va parler d'une série télé qui est disponible depuis déjà quelques semaines sur Disney+, et qui, au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, devrait voir son dernier épisode être enfin diffusé sur Disney+. Il s'agit, bien sûr, de la nouvelle adaptation de Shogun. Shogun qui nous plonge réellement au cœur du Japon féodal et plus précisément aux alentours de l'année 1600. Je vous referai peut-être d'ailleurs une vidéo, je sais pas, on verra, pour vous préciser un petit peu le contexte historique qui est vraiment très intéressant par rapport à Shogun. Alors il se trouve que j'ai eu la possibilité de voir les derniers épisodes de la série un petit peu en avance. Je ne vous le cache pas. Et c'est pour ça que du coup je me permets de revenir vers vous. Alors je précise juste que c'est adapté d'un roman extrêmement intéressant qui fait d'ailleurs assez autorité dans les cercles littéraires, de par sa qualité, de par la justesse de sa représentation du Japon féodal. Euh, et ça a été adapté d'abord une première fois dans les années 80 avec Toshiro Mifune dans l'un des rôles principaux. Et l'adaptation avait d'ailleurs été à l'époque saluée de par là aussi sa qualité, c'est vous dire si l'adapter une deuxième fois était quelque chose d'assez risqué, d'assez tendu, parce qu'il fallait être à la hauteur. Et la série, la version 2024, version Disney, eh bien, se trouve être largement à la hauteur de la précédente adaptation. Pour les plus geeks d'entre nous, vous vous souviendrez peut-être qu'il y a eu dans la foulée, dans les années 80-90, un jeu vidéo Shogun qui était l'adaptation vidéoludique de ce roman et qui était extrêmement bon pour l'époque. D'ailleurs, peut-être que je vous remettrai, au moment où cette vidéo sera montée, que je vous remettrai des images à la toute fin, des images du jeu vidéo. Si j'arrive à les retrouver, je ne vous promets rien. Donc, on se retrouve avec une représentation assez riche et nuancée du Japon féodal, portée par des performances d'acteurs qui sont... Alors, voilà. Et notamment celle de Hiroyuki Sanada, qui est un acteur japonais très connu en France pour avoir, dans les années 70-80, tenu le rôle principal de la série Sankukai, qui malheureusement n'a pas été récompensé par la suite, alors que c'est un acteur absolument extraordinaire. Et il se trouve que c'est aussi un grand fan de Toshiro Mifune. Donc le fait qu'il reprenne son rôle à plusieurs années, voire dizaines d'années d'intervalle, je trouve ça très intéressant et c'est quelque chose d'assez symbolique, d'ailleurs aussi, il faut bien le dire. Et le premier point sur lequel je voudrais justement revenir, c'est l'authenticité et l'immersion provoquée par la série. Alors il faut savoir, je vous le dis tout net, petit secret de tournage, alors que la série devait être tournée en décor réel au Japon, il se trouve que la série a été tournée pendant le Covid. Problème. Donc il était prévu bien sûr d'aller tourner au Japon, ça n'a pas pu se faire. Les showrunners américains ne pouvaient plus quitter le territoire, donc ils se sont dit on va chercher chez nous un coin qui peut correspondre. Ils ont été tourner la série au Canada, plus précisément en Colombie-Britannique. Et pourtant, quand on voit la série, eh bien on n'y voit que du feu, comme quoi il y a encore une forme de magie j'allais dire de magie du cinéma, mais parce que c'est du cinéma, et qu'on soit bien d'accord, on se retrouve avec une série qui a les ambitions d'une grande saga cinématographique, et ça se sent vraiment. La qualité
de la mise en scène, la qualité des décors, la qualité jusqu'aux vêtements en fait, jusqu'aux costumes, où en fait la texture des tissus est presque palpable quand on voit des sabres qui sortent de leur fourreau. On a presque le, vous savez, les petits bruits de crissement de métal de la lame contre l'intérieur du fourreau qu'on peut presque percevoir alors qu'ils sont pas retranscrits à l'audio. Enfin, pas tous en tout cas. Et le frôlement des fils de soie, c'est ouf. C'est vraiment oufissime. Et j'ai vraiment adoré. Pour moi, alors pour le coup, c'est vraiment une série qui, le fait d'être diffusé épisode par épisode est quelque chose qui pour moi casse un peu l'immersion. C'est un des rares points noirs que je trouve à la série. C'est que vraiment le fait de dire, bon, voilà, on arrête au bout de 50 minutes et maintenant attendez la semaine prochaine. Merde, merde, voilà, clairement. Dans ce cas précis, en tout cas, là, pour moi, ça dessert un peu la série. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que, comme je le disais, le roman d'origine est vraiment monumental en termes de qualité et d'intrigue. Et là, on se retrouve avec une série qui a des thématiques complexes. Et je pense qu'un seul visionnage ne permet pas d'en saisir vraiment la profondeur. Ça aborde plein de thèmes extrêmement profonds comme le choc des cultures. Alors ça, c'est... Mais c'est vraiment une des premières claques de la série. Euh, c'est au centre de tout, hein. Mais vraiment, la lutte pour le pouvoir, on n'a pas les clichés à la con du sauveur blanc qui se pointerait au Japon pour soi-disant sauver cette île, refermer. Non, les Japonais, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Mais clairement, hein, ils savent très bien gérer leur île tout seuls, ils savent très bien gérer leurs relations internationales tout seuls comme des grands. Et après, bon, il y a un jeu de pouvoir qui se met en place autour que les Japonais ne remarquent pas forcément de suite parce que simplement parce que chez eux, il y a des querelles internes pour le pouvoir qui occupent toute leur attention et qui font qu'ils ne voient pas les menaces externes, qu'ils ne les voient pas tout de suite. Et l'arrivée d'un des personnages principaux agit comme une sorte de ah d'accord, il y a ça qui se passe. Et on voit la réponse du Japon. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Euh, donc il n'y a pas ce cliché là, ça se concentre vraiment sur les dynamiques internes qui sont assez complexes entre les personnages. Il y a un côté un peu Game of Thrones dans le sens où on sent qu'il y a des trahisons qui peuvent arriver de tous les côtés, ou presque. Mais on se demande à chaque fois d'où ça va venir, et on le voit rarement venir justement. Euh, ce qui participe aussi à ça, je dirais que c'est le fait que les personnages japonais ne s'expriment que en japonais et la série va au bout du principe, c'est-à-dire que ces dialogues-là ne sont pas doublés. Ni en anglais, ni en français, ni en rien. C'est du japonais pur jus, sous-titré. En revanche, tous les personnages européens sont doublés. Pour quand même qu'on ait un point d'accroche, voilà, parce que bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'accrocher à une langue particulière comme le japonais, qui a aussi, par contre, une très belle musique. C'est fantastique à écouter pour ceux qui ont un peu l'oreille musicale. C'est génial, c'est plein de nuances, c'est plein de... Voilà. Mais donc il y a cette approche-là qui est vraiment extrêmement intéressante et qui permet, en fait, paradoxalement, ça permet de s'impliquer encore plus dans la série. Et ça vraiment c'est top. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est la partie production, réalisation. Et sur le plan visuel, Shogun, c'est probablement la meilleure série
que j'ai pu voir depuis... Euh... Oula, au moins, c'est vous dire. Donc ça, c'est vraiment top. Euh, Il y a une qualité de production qui est juste folle. La direction artistique, la photographie, ça fait vraiment l'atmosphère de la série. Si je devais faire une comparaison, par exemple, alors que mon élément de comparaison se situe, je dirais, allez, 2 siècles plus tard, c'est avec Ghost of Tsushima. Et les deux, alors les deux sont faits par des Américains, et les deux possèdent une atmosphère qui est absolument prenante, magique, mystérieuse, euh, envoûtante, et ça donne envie, en fait, en vrai, d'aller au Japon. Alors d'y aller, bon, malheureusement un peu en mode touriste, hein, bien sûr, visiter les temples, etc. Mais ça donne quand même vraiment très 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 envie d'y aller. Il n'est pas impossible que j'y aille un jour si la chaîne devient absolument énorme, commence à rapporter un peu d'argent, on sait jamais. C'est pas impossible si ça arrive, hein, je vous ferai des vidéos bien sûr. Mais en tous les cas, vraiment, c'est génial et c'est vraiment l'élément de comparaison qui me vient le premier à l'esprit en fait. Et d'ailleurs, ce qui est quand même. Mais bref, on pourra revenir sur le fait que il faut que ce soit des Américains qui le fassent pour que le Japon soit mis en valeur, alors que quand les Japonais parlent de leur pays dans les œuvres, euh, c'est pas toujours très bon. Mais bon. Donc, je voulais aussi aborder rapidement l'accueil un petit peu critique. Parce que globalement, il y a une sorte de consensus qui se fait, hein. La série est très, 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 très largement appréciée pour son ambition, sa capacité à captiver avec une histoire complexe et des personnages bien, bien développés. C'est une série qui est vraiment profondément audacieuse. C'est une série qui affiche la couleur dès le début, comme ses showrunners qui ont expliqué qu'il n'y aurait pas de saison 2 puisque la seule saison qui existe adapte le livre et que du coup il n'y avait vraiment pas à aller inventer quoi que ce soit, c'est one shot. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. En tous les cas, s'il y a une saison 2 ça sera clairement pas avec eux. Et ça sera clairement pas avec grand monde de la saison 1. Sauf si Disney aligne un chèque, mais je vous le dis franchement, ça m'étonnerait. Donc rien que cette idée-là, ça en dit beaucoup, je pense, sur la série. Elle est vraiment à découvrir. C'est une époque japonaise qui est révolue, bien sûr, hein. On n'est plus à l'époque des daimyo, des shoguns et des différents seigneurs. Mais euh, pour un pays comme le Japon, parce que finalement, c'est pas si ancien que ça, hein. Il faut remonter au 19e siècle pour avoir la fin du shogunat. Euh, donc c'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin du tout. Et c'est quand même une part importante de l'histoire de ce pays. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant pour les Occidentaux, en tous les cas, de s'y pencher. Et la série, déjà, le fait très bien, c'est une belle porte d'entrée. Après, il y a d'autres choses. Si ensuite vous êtes vraiment plus intéressé par l'histoire réelle, vous allez trouver tout un tas de documentaires. Arte en a fait de très bons d'ailleurs. Euh, il n'est pas impossible que ce soit une année japonisante dans la pop culture, puisque déjà on a vu aussi au cinéma la sortie de Godzilla Minus One, qui a fait beaucoup de bruit de par sa qualité. On va avoir des sorties jeux vidéo assez intéressantes de jeux vidéo japonais qui devraient bien fonctionner si tout se passe bien. Donc, année intéressante pour le Japon, ça c'est top. Et donc, ça permet aussi, alors au-delà du fait que ça se passe au Japon, ça reste du drame historique. Et il y a beaucoup de fans de drame historique
qui sont un petit peu en attente d'une bonne série comme ça. Et ben là, voilà, là elle arrive. Là elle arrive, et c'est probablement le haut du panier, voire le très 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 haut du panier sur ce. N'oubliez pas bien sûr de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette série, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Quoi qu'il arrive, ne spoilez pas, vraiment ne spoilez pas, parce que ça m'embêterait de devoir supprimer vos commentaires. Mais je le ferai, parce que les spoils ne sont pas admis dans les commentaires de mes vidéos. En tous les cas, pas sur des œuvres récentes. N'oubliez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner pour plus de contenu. Il y a des choses qui vont arriver. Le printemps de la pop culture a l'air de vouloir se réveiller un petit peu. Alors de la pop culture dans son sens le plus large, bien sûr. Il y a quand même des moments de l'année où il faut un peu élargir le spectre de ce qu'est la pop culture pour pouvoir trouver des choses à critiquer. Et voilà, il y a des petites choses comme ça qui vont arriver. Il y a des vidéos qui vont popper au mois de mai de façon plus régulière. Il va y avoir des nouveaux jeux vidéo. Il va y avoir le test, enfin le test de Final Fantasy VII Rebirth. Ne l'ayant pas eu en avance, bah, il a fallu que je le fasse et que je le termine à la main. Ce qui fait que le test n'est pas encore sorti, mais il va sortir. Ensuite, il y aura du Dragon's Dogma 2 qui va arriver. Pareil, même principe, pas eu le temps d'y jouer et de le finir rapidement. Donc bah, là, ça va se faire. Ça va se faire, c'est comme tout. Et il y a d'autres choses qui arriveront petit à petit, mais on en reparlera dans une vidéo dédiée courant du mois de mai. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup et à très très vite. Salut, salut, salut.